Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin sur RCJ. Nadège Puljac est à mes côtés pour vous poser des questions. Nous allons évidemment parler de la bataille pour l'hôtel de ville, Paris, ses enjeux, ses difficultés. Mais tout d'abord, peut-être une réaction au décès d'Ariel Sharon, puisque c'est cette information qui prend le dessus sur toutes les autres en provenance du Proche-Orient, en tout cas depuis hier. Écoutez, comme beaucoup de personnes, indépendamment même de toute considération politique, ça m'a laissé ça me plonge d'abord dans un grand trouble, parce qu'en fait c'est un décès à l'issue d'un coma de nombreuses années. Donc ça renvoie à des questionnements sur ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire dans ce genre de situation. Et pour la personne, on est resté sur l'image. On reste sur l'image, moi c'est celle que je garde, personnalité très, très complexe, riche et complexe, ça va souvent ensemble, avec cette vie et cette image de guerrier, devenu un homme de paix. Et pour ma part, je garderai volontiers de tout ça, y compris du début de mon propos, ce mot-là, de paix. À l'instar de Nantes, Tours et Orléans, la ville de Paris a interdit ce week-end le spectacle de Dieudonné. Dieudonné lui-même a dit hier, lors d'une conférence de presse, qu'il avait abandonné ce spectacle au bénéfice d'un nouveau spectacle, en disant que l'affaire Dieudonné était terminée. Vous êtes de cet avis, vous aussi? J'aimerais. Ce qui ressort pour moi tout ça, d'abord, il y a une quasi-unanimité, et c'est une bonne chose, sur le fait que les propos tenus par ce personnage sont abjects. Je trouve qu'il y a encore trop de médias dans lesquels on parle d'humoriste. Bon, c'est pas un humoriste, voilà, c'est pas de l'humour. Inventer ou faire la promotion d'un salut nazi inversé n'est pas de l'humour. C'est du militantisme. C'est du militantisme, d'ailleurs, de cette manière relativement efficace, puisqu'on voit se multiplier des photos du dit salut nazi inversé jusque devant l'entrée du camp d'Auschwitz. C'est une insulte à la mémoire des morts, c'est une insulte à la souffrance des vivants, de ceux qui portent la mémoire des morts. Donc, ça n'a rien à voir avec de l'humour. Je le dis parce que je trouve que les mots ont un sens, et je déteste voir des médias qui le qualifient encore d'humoriste. De tout ça, il reste quand même deux questions qui pour moi méritent malgré tout d'être débattues, ou en tout cas d'être réfléchies. J'ai pas été très convaincue par la pratique, la méthode qui a consisté à organiser un face-à-face, un bras de fer entre le ministre de l'Intérieur et le personnage en question. Je sais pas si on pouvait faire autrement, j'aurais préféré qu'on n'en passe pas par là. Je trouve ça à la fois dangereux, risqué, parce qu'on met d'un côté finalement un ministre qui est censé incarner la légalité républicaine et de l'autre côté quelqu'un qui n'a pas à se situer au même niveau, donc on fait prendre un risque d'une certaine manière, et puis on laisse s'installer l'idée que les gens qu'il peut y avoir un dialogue en quelque sorte. Si, un bras de fer, il y a une forme de dialogue. Donc moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé cette méthode. J'aurais préféré qu'on fasse autrement. Mais elle a payé la méthode, puisqu'il arrête son spectacle. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si on pouvait faire autrement. Je voudrais que pour l'avenir, on puisse faire autrement. Je voudrais qu'on retombe pas régulièrement dans ce bras de fer entre un ministre, et encore une fois, le ministre de l'Intérieur est supposé incarner une forme de légalité républicaine, et ce personnage. Je trouve que ça pose problème. Puis il y a une deuxième chose qui m'a posé problème, et sur laquelle j'aimerais qu'on trouve une autre manière de faire, c'est la publicité insensée que ça lui a fait. Parce que si vous regardez... Enfin, c'est un petit peu le piège, parce que si on en parle, on dit qu'on fait de la publicité. Si on n'en parle pas, on dit que c'est du laxisme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais c'est pour ça que moi, je vous dis, je suis satisfaite que les spectacles sont interdits. Je ne suis pas sûre qu'on pouvait faire autrement. Donc, voilà, ça n'est pas une critique fondamentale. C'est une question que je me pose pour la suite. Pour la suite, j'aimerais qu'on trouve une manière de faire qui nous permette d'éviter, d'une part, le bras de fer, qui, je trouve, le valorise, le porte à un niveau auquel il n'a pas à être, et d'autre part, la publicité. Parce que malgré tout, quand vous regardez le nombre de vues sur YouTube du spectacle en question, ou des sketchs, eh bien évidemment, ces derniers jours, il a explosé. Et ça, personne ne peut s'en satisfaire. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Puis il y a une dernière chose, je trouve, dont on parle trop peu, c'est que malgré tout, in fine, l'interdiction... quand
quand le spectacle menace de se tenir, il faut la pratiquer, mais quelque part, elle signe déjà un échec. Le chèque de ne pas avoir réussi à pratiquer la prévention. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent en amont de tout ça, qui est, dans certains lycées, est-ce qu'on peut encore enseigner la Shoah à l'école ? Et ça, il ne faudrait pas que le débat ou la polémique Dieudonné efface ces questions-là, qui sont des questions du quotidien, qui se posent dans certaines banlieues, qui sont des questions fondamentales, qui ne sont pas résolues par l'interdiction du spectacle. Nadège Pudjak. Oui, on va se consacrer à Paris maintenant. Il reste 2 mois avant les élections municipales de mars. Les résultats sont serrés. On l'a vu l'autre jour dans un sondage où vous arrivez même en première position au premier tour, mais en deuxième position au deuxième. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour finalement faire pencher la balance de votre côté ? Écoutez, je vais poursuivre une campagne qui est une campagne de terrain, de dialogue, que je souhaite approfondir sur les vrais enjeux, ceux qui concernent les Parisiennes et les Parisiens. Pour moi, la campagne ne fait que commencer. Il y a eu beaucoup de tentatives à l'automne de la détourner, et il y en a encore aujourd'hui, vers des vaines et des fausses polémiques, ou vers des questions anecdotiques. Je réfute les unes et les autres, et les vaines polémiques et les questions anecdotiques. Pour moi, la campagne de Paris, elle doit porter sur des questions fondamentales. Et peut-être une question qui traverse toutes les autres. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose en politique ? Est-ce qu'on peut encore faire bouger les choses en politique ? Je dis ça avec une certaine gravité, parce que moi, j'ai en face de moi une municipalité sortante qui, sur tous les sujets, en fait, appelle à la résignation. Cherche des alibis, des raisons de ne pas avoir fait, des raisons pour ne pas faire, des excuses. Par exemple, sur la fiscalité, sur les impôts ont explosé de 40% à Paris. Ils préparent, s'ils étaient réélus, une nouvelle hausse. On a pu le prouver, il y a des documents internes de la ville de Paris qui montrent qu'il y a un plan secret de hausse des impôts. Et sur ces sujets, on a en face de nous des candidats qui tantôt disent non, on ne les augmentera pas tout en préparant des hausses, et tantôt font passer, comme Delanoë dans une de ses interviews récentes, l'idée que c'est assez fatal, il n'y a pas d'autre façon de faire, et que c'est pas si grave. Si, c'est grave. Et il y a une autre façon de gérer la municipalité, de gérer l'argent des contribuables, qu'avec cette désinvolture qui est celle de la municipalité actuelle. Deuxième sujet sur lequel moi je trouve qu'il y a de la résignation, la sécurité. On a l'impression d'avoir en face de nous une municipalité qui d'abord a dit « il n'y a pas de problème ». Pendant longtemps, ils ont dit « il n'y a pas de problème ». Puis après, ils ont dit « il y a un problème, mais ce n'est pas nous, c'est la préfecture de police ». Et puis finalement, on est à 3 mois de l'élection, et il s'agit dans tous les sens pour faire semblant de faire quelque chose. Et ben, je vous confirme qu'il y a un problème. Il y a un gros problème de sécurité qui prend des formes différentes selon les arrondissements. Ici ou là, ça peut être l'explosion des cambriolages, ça peut être le racket à la sortie des écoles, les incivilités de rue, c'est le problème ça peut être le trafic de drogue. À Paris, le problème de sécurité ? Moi, je ne les classe pas, mais c'est un problème majeur, oui. Oui, c'est un problème majeur parce que ça impacte sur tout. La sécurité, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de tout. Ça impacte sur la vie du quotidien d'abord, sur la façon dont vous êtes amené à changer vos habitudes, parce que vous avez peur, parce que vous ne voulez pas rentrer chez vous passer une certaine heure, parce que vous ne voulez pas laisser votre enfant sortir de telle ou telle manière, parce que vous voulez absolument changer votre parcours entre le métro et chez vous quand il fait nuit. Ça change, ça rétrécit l'horizon en quelque sorte. Et puis ça a un impact aussi sur l'image de Paris, sur la vie économique et touristique à Paris. Vous savez, ces images de l'émeute du Trocadéro, il y a quelques temps, il y a quelques mois, avec derrière la Tour Eiffel qui scintillait, elles ont fait la une de tous les journaux télévisés du monde, elles ont fait le tour du monde, toujours des télés du monde, ces images. Mais elles se passaient de sous-titres. Vous aviez une émeute devant et la Tour Eiffel qui scintillait derrière. Aujourd'hui, parlez-en avec les représentants des agences de tourisme, ils vous disent que l'image de Paris, en termes de sécurité, se dégrade. Et c'est un problème, parce que l'économie touristique, c'est une grande part de l'économie parisienne. Sur ce sujet, on a une municipalité qui nous dit un peu, après nous avoir dit on peut rien faire, qui nous dit aujourd'hui on a tout essayé. C'est pas vrai. Moi je veux qu'on puisse changer la loi pour avoir une police municipale, mais sans attendre, on peut avoir une police de quartier. Ils ont diminué le nombre de personnels de sécurité de la ville. Moi je veux les augmenter et les mettre sur le terrain. On peut avoir plus de vidéoprotection. Ils sont opposés pendant des années à la vidéoprotection. Finalement, ils en ont accepté le principe, mais ils ont laissé faire l'État. Et aujourd'hui, la vidéoprotection à Paris est peu développée par rapport aux villes de la même taille. Je veux qu'on mette en place des arrêtés anti-mendicité agressive, parce qu'il n'y a pas de fatalité à laisser se développer une forme de délinquance, de pression de rue,
tout en retirant, c'est ce qu'ils ont fait, c'est eux qui les ont supprimés, qui ont demandé à ce qu'ils soient supprimés, tout en retirant les outils dont elle a besoin à la police nationale. Voilà, ce que je dis, c'est que il n'y a pas de fatalité aux choses. Et face à la résignation qui est celle de cette équipe sortante, moi, je propose la mobilisation. La mobilisation pour que Paris, qui est toujours une belle ville, mais une ville qui progressivement est déclassée, une ville qui tombe, une ville qui baisse, pour que Paris attire à nouveau. Permettez-moi juste de dire un mot. Il n'y a pas de fatalité à ce que dans la jeunesse, on ait envie de faire ses études ailleurs. Quand on veut créer son entreprise, on a envie de partir la créer à Londres. Quand on est dans les milieux de l'art, on a envie d'aller à Berlin, ou tout simplement quand des jeunes issus du système Erasmus, des jeunes de partout en Europe décident de faire un week-end ensemble et se retrouver, ce soit pas Paris qui pense. Il n'y a pas de fatalité à ça. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'un jeune couple de la classe moyenne soit obligé d'aller vivre en banlieue parce qu'il n'arrive plus à se loger à Paris. Moi, je lutte contre la résignation pour que Paris soit toujours Paris, c'est-à-dire une ville où on peut venir se battre pour trouver l'énergie, les moyens qu'il faut et conquérir ses rêves. On va continuer à parler de l'énergie de Paris et des Parisiens. Vous soulignez, Nathalie Kosciusko-Morizet, que la campagne ne fait que commencer. Ce week-end, Éric Woerth appelle à incarner une opposition crédible. Rachida Dati a, elle, de son côté, appelé à arrêter Chicaya et État d'âme. Je la cite. Est-ce que, selon vous, ces appels ont été entendus dans les rangs de l'UMP parisienne ? Vous savez, je pense que les Parisiennes et les Parisiens ont peu d'intérêt pour ce qui se passe dans les rangs des partis politiques. Voilà, je vous dis les choses comme je le pense. Moi, je préfère... Oui, moi, je préfère quand tout le monde est uni, je préfère quand tout le monde est rassemblé, mais franchement, je passe ma vie sur le terrain. Ce matin, avant de venir chez vous, j'étais au marché Villemain, dans le 14e arrondissement. Hier, je faisais une tournée de visite de commerçants dans le quartier de la Tombissoire. Personne ne m'interpelle dans la rue avec un ton angoissé sur la question de ce qui se passe dans les partis politiques, pas plus d'ailleurs que sur l'avenir de l'un ou de l'autre, sur la question des listes pour l'élection. Oui, mais on a quand même l'impression... C'est important parce que, je veux dire, moi je veux bien répondre à toutes les questions sur ce qui se passe dans le parti politique, mais je voudrais quand même rappeler de manière préliminaire que parmi les Parisiennes et les Parisiens, ça mobilise pas beaucoup, mais ça mobilise vraiment même pas du tout. Et d'ailleurs, moi j'ai fait un choix que j'assume, qui emporte un certain nombre de difficultés, mais j'ai fait un choix qui est de m'en préoccuper assez peu. Ce qui crée des tensions, ce qui crée des difficultés, je le sais, mais j'ai fait un choix que j'ai proposé aux Parisiennes et aux Parisiens dans la primaire ouverte, dans laquelle ils m'ont choisi comme candidate pour l'alternance, de faire des listes, par exemple, qui dépassent les frontières des partis politiques. C'est nouveau, c'est différent de ce qu'on fait depuis 15 ans à Paris, c'est différent de ce que font les sortants. Les sortants, ils font des listes 100% PS d'un côté, et puis surtout, ils ont partagé le pouvoir pendant 13 ans, et aujourd'hui, ils se divisent sur 3 listes différentes. Il y a une liste PS, des listes, il y a une liste verte et il y a une liste Front de gauche. Est-ce que vous pensez... Moi, j'ai fait le contraire, je veux le contraire. Voilà, je veux dépasser les frontières des partis politiques et le faire dès le premier tour. Alors ça, on a bien compris. Vous avez fait l'accord avec le MoDem, l'UDI. Je crois qu'on parle d'alternative. C'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Mais quand même, on a quand même l'impression que vous avez autant de difficultés avec vos amis qu'avec votre adversaire. Par exemple, Charles Beigbeder. On va trouver un accord avec lui ? Mais... Parce qu'il il vous menace quand même de listes. Alors, vous avez beau dire, les Parisiens, les Parisiennes, ça ne les intéresse pas. Quand ils vont se retrouver dans l'isoloir avec plusieurs listes dans la main, ils vont peut-être se dire, tiens, oui, il y a Kosciusko-Morizet, mais après tout, Beigbeder, il peut faire peut-être aussi bien. Enfin, on peut s'imaginer qu'ils se posent la question dans l'isoloir. Alors, je crois que les Parisiennes et les Parisiens, ils ont envie que ça change, ils ont envie que ça bouge, ils n'ont pas envie de rester dans cette impasse-là, dans ce sentiment qu'il y a une municipalité sortante qui demande à être conduite, à conserver le pouvoir sans véritable projet, qui ne propose que la résignation. Et en matière de gouvernance, l'entre-soi, parce que je voudrais qu'on en parle un peu aussi. Moi, la raison pour laquelle j'ai fait avec l'Alliance avec le Centre, c'est aussi pour proposer un autre mode de gouvernance. Sortir du clanisme et de l'entre-soi de la municipalité actuelle. En tout cas, ce que je crois, c'est que les Parisiennes et les Parisiens, ils ont envie que ça bouge et ils ne se tromperont pas sur les personnes qui peuvent porter ce mouvement. Mais vous me parlez de menaces. Encore une fois, j'assume. Oh, je n'ai pas employé le mot menace. Vous l'avez employé, Nadège. Mais je vous assure. Mais je vais vous dire, encore une fois, j'assume. Moi, j'ai choisi un double mouvement qui est le renouvellement et l'alliance, l'union avec les centristes pour dépasser les frontières des partis politiques. Les deux mouvements auraient été chacun difficiles. Et en plus, on fait les deux. Ils auraient été chacun difficiles parce que le renouvellement, ça veut dire, je ne reprends pas tous les mêmes qu'en 2001 et 2008, donc il y a forcément des déçus. Et l'alliance avec les centristes, dépasser les frontières des partis politiques, ça veut dire qu'il faut faire de la place. Donc il y a une deuxième série de déçus.
Oui, c'est pas facile. Tous ceux qui sont aujourd'hui dissidents, tous ceux que vous appelez mes dissidents, voulaient des places sur les listes. Et ont soit été déçus que je ne leur en propose pas, soit ont été déçus de celles que j'aurais pu leur proposer. Ils voulaient tous, sans exception, des places sur les listes. Eh bien écoutez, moi je ne cède pas au chantage. Le genre, retenez-moi ou je fais un malheur. Voilà, non. Je comprends même je vais plus loin, je comprends les déceptions individuelles dans certains cas. Je peux très bien les comprendre. Mais ce que je ne veux pas décevoir, c'est les Parisiennes et les Parisiens qui attendent le changement. Et le changement, on ne le fera pas en reprenant les mêmes qu'en 2001 et en 2008. Je vais un peu plus loin. C'est un sujet sur lequel j'ai vraiment un accord fondamental avec Christian Saint-Étienne et Marielle de Sarnez. On veut porter une nouvelle gouvernance. On ne veut pas remplacer un clan par un autre clan. On pense que les Parisiens, les Français en général d'ailleurs, moi je le crois, mais les Parisiens en particulier, ne veulent plus de cette idée qu'il y a un parti politique unique qui décide de tout, qui choisit les hommes et les femmes pour les places, qui privilégie ses amis pour tel ou tel secteur, pour tel ou tel projet. Je pense que les gens ne veulent plus de ça. Je vais encore plus loin. En 2001, Delanoë a gagné en critiquant les sortants, la droite, sur sa méthode de gouvernance. Et sur un certain nombre de sujets, sans doute, il avait raison. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Non seulement il n'a pas changé les choses, mais dans certains cas, il a approfondi les problèmes. Il a poursuivi et démultiplié la même méthode. Regardez les logements sociaux. Aujourd'hui, vous avez 5 adjoints du maire qui sont dans des logements sociaux. Je ne vous parle même pas des conseillers de Paris. Sur les conseillers de Paris, on n'arrive pas à avoir les chiffres. Mais 5 adjoints au maire sont dans des logements sociaux. Il y a 140 000 personnes à Paris qui attendent pour un logement social. 140 000. Et vous avez 5 adjoints au maire. C'est bien payé, un adjoint au maire. 5 adjoints au maire qui sont dans des logements sociaux. Vous trouvez ça bien ? Vous avez une adjointe qui est depuis 10 ans dans un logement de fonction. Logement de fonction de directrice d'école, alors qu'elle n'est plus directrice d'école depuis 10 ans. Vous trouvez ça bien ? Écoutez, changement de gouvernance, ça commence par de l'exemplarité. Avec moi, je l'ai dit, aucun conseiller de Paris ne sera en logements sociaux. Et j'ai demandé à ceux qui étaient sur des places de conseillers de Paris sur les listes aujourd'hui détenues par l'opposition, je leur ai demandé de quitter même, d'envoyer leur préavis avant l'élection, pour que ce soit complètement clair. Moi, je ne veux pas remplacer un clan par un autre. C'est un travail de fond, une vision d'exigence politique en quelque sorte qu'on porte beaucoup, notamment avec Marielle de Sarnez, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Et cette semaine, je présenterai une charte sur notre méthode de gouvernance. Comment on veut faire pour faire changer les choses, comment on veut faire pour donner plus de pouvoir aux citoyens sur les sujets sur lesquels il faut l'impliquer plus, sur la culture, sur les subventions, même sur la répartition des logements sociaux, sur la transparence en matière d'appel d'offres. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre une partie du pouvoir aux citoyens, en tout cas l'associer plus? Et tout ça, on le sera dans votre présentera charte. cette Alors, semaine. vous la présentez Oui, quand, cette charte? et il y aura aussi cette semaine, et d'ici quelques jours après, je présenterai aussi une charte du comportement des élus, parce que ça va ensemble. C'est pas exactement la même chose. Il y a le comportement de la municipalité et le comportement des élus. Si vous voulez que je détaille un peu sur le comportement de la municipalité, je voudrais vous parler un tout petit peu des fonctionnaires de la ville de Paris. Il y avait, en 2001, 40 000 fonctionnaires de la ville. Aujourd'hui, il y en a 54 000, plus 35%. Moi, je pense que cette hausse, cette explosion des frais de fonctionnement est problématique. Et elle a sa part, évidemment, dans l'explosion des impôts. Quand vous regardez, par exemple, les charges de personnel par habitant à Paris, c'est 832 € par habitant. La moyenne française, c'est 237 € par habitant. Vous me direz, c'est normal que dans une grande ville, ce soit plus. Oui, c'est vrai. Mais vous regardez Marseille, c'est 500 et quelques euros. Lyon, c'est 600 et quelques euros. À Paris, 832 €. On voit bien, si vous voulez, qu'il y a un poids, en quelque sorte, là, qui est considérable. Alors, quand on dit ça aux sortants, ils disent, c'est parce qu'il y a des nouveaux services. Sur les 14 000 nouveaux fonctionnaires, il y en a 2200 qui correspondent à de nouvelles structures et 300 qui correspondent à des transferts de responsabilité depuis d'autres collectivités. Ce sont les chiffres officiels de la ville. C'est-à-dire que vous en avez 2500 qui sont sur des fonctions qui sont identifiées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'à Paris, on a multiplié
les sous-chefs, les adjoints, les fonctions un peu politiques, les chargés de mission politique. On a multiplié les nominations politiques à la tête de l'administration. Et ce faisant, on a fait quoi? On a démobilisé complètement les fonctionnaires qui sont sur le terrain. Moi, je propose d'inverser les choses. Je veux plus de fonctionnaires sur le terrain. Je veux plus de monde sur la sécurité. Je veux plus de monde sur la propreté, parce que Paris est sale, Paris est dégoûtant. C'est un problème du quotidien, c'est un problème économique, c'est un problème évidemment pour l'image de Paris, c'est un problème vis-à-vis des touristes. Paris, parfois, on a un peu honte quand même. Donc, je veux plus de fonctionnaires sur le terrain, mais je veux aussi moins de monde dans cette espèce de suradministration dont souffrent les fonctionnaires de terrain, parce que quand vous avez 10 chefs au-dessus qui vous disent ce qu'il faut faire et que vous êtes seul à le faire, eh ben, il y a un moment où vous êtes très, très démobilisé, surtout quand les 10 chefs au-dessus ont été pour partie nommés sur des motifs politiques. Le temps presse et avance toujours trop vite. Nathalie Kosciusko-Morizet, non, vous êtes là pour parler, évidemment. Mais Nadège a une question importante également à vous poser, importante dans cette campagne qui concerne la pollution. Oui, la pollution. Tout à l'heure, vous nous avez dit que l'un des problèmes majeurs, c'était la sécurité. Vous venez de nous parler du logement. La pollution aussi, c'est très important à Paris. Qu'est-ce que vous préconisez pour baisser le seuil de cette pollution? Bon, d'abord, ça s'est aggravé. Il faut se dire les choses, ça s'est aggravé. Ça ne s'est pas aggravé sur tous les polluants. Il y a des polluants, et c'est le cas de la majorité des villes du monde, le benzène, le plomb, à cause de l'évolution en fait, de la composition des carburants, il y a des polluants qui régressent, et c'est une bonne chose parce que ceux-là sont très dangereux. Mais voyez, le nombre de jours par an où la qualité de l'air est mauvaise à Paris a plus que doublé. C'est pas moi qui le dis, c'est un organisme indépendant qui est Air Parif. En 2001, vous aviez 53 jours par an où la qualité de l'air était mauvaise. En 2012, c'était 117. Donc ça s'est dégradé. Et ça s'est dégradé pourquoi ? Eh bien parce qu'on a pris des mesures symboliques et pas des mesures de fond. On a eu encore un exemple récent avec l'abaissement de la vitesse sur le périphérique, passer de 80 à 70 km/h. Ça ne changera rien en termes de pollution. Alors qu'est-ce que vous proposez, Attendez, vous ? je vais vous le dire. La pollution sur le périphérique, c'est les embouteillages. C'est le moment où les voitures, elles roulent à 20 km/h. Une voiture individuelle, à 10 km à l'heure, elle émet 2 fois plus de particules qu'à 50 km à l'heure. Qu'est-ce que je propose ? Moi, je propose sur la pollution la mise en place d'un outil du Grenelle de l'environnement qui n'a pas été mis en place par la municipalité actuelle parce qu'ils n'ont pas voulu, parce que c'est difficile à mettre en place, mais c'est efficace et ils préfèrent faire des paillettes. C'est la ZAPA. La ZAPA, c'est la possibilité, selon un calendrier convenu à l'avance, d'interdire certains véhicules les plus polluants dans la ville. Qu'est-ce que c'est la ZAPA? Vous nous détaillez. La ZAPA, c'est des... En anglais, ça s'appelle des Low Emission Zones. Ça existe dans presque toutes les grandes villes européennes aujourd'hui, sauf Paris. C'est, donc en français, c'est la zone d'action prioritaire pour la qualité de l'air. C'est la possibilité, pour dire les choses clairement, c'est la possibilité, selon un calendrier convenu à l'avance, d'interdire les véhicules les plus polluants dans la ville. Je propose de mettre en place une ZAPA sur les poids lourds et les cars de tourisme. Encore une fois, c'est un instrument que j'avais forgé dans le Grenelle de l'environnement, que les grandes villes voulaient mettre en œuvre, et puis Paris a renoncé, préférant, je vous dis, prendre des mesures paillettes. Mais ces mesures paillettes n'ont aucun effet sur la pollution. La ZAPA, oui, elle en a. On se dit par exemple, en 2017, c'est ce que je propose, en 2017, on interdit dans Paris les poids lourds aux normes Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4. Ce sont des normes européennes en matière de pollution. Et quand je dis les poids lourds, c'est aussi les cars de tourisme. Il faut savoir que les jours de pointe touristique, vous avez jusqu'à 2000 cars de tourisme à Paris. On est une des seules villes à ne pas réglementer le niveau de pollution des cars de tourisme. Ce qui pose un problème, ça veut dire qu'une compagnie internationale de cars de tourisme, elle a intérêt à mettre ses plus vieux cars à Paris. On a intérêt aussi à ce que les touristes viennent à Paris, alors comment on fait ? Et simplement, vous dites selon un calendrier convenu à l'avance que certains types de cars les plus polluants, ça ne veut pas dire que vous les interdisez tous, certains types de cars les plus polluants, à partir de telle date, vous ne les prendrez plus à Paris. Vous avez un taux de renouvellement dans ces flottes qui est assez rapide, qui est plus rapide que pour les flottes privées. Les flottes publiques, les flottes, qui est plus rapide que pour les flottes individuelles, je veux dire. Les entreprises renouvellent leur matériel plus vite que les particuliers. Vous dites à l'avance, voilà, tel type de véhicule, on ne prendra plus. Et ça fait bouger les choses. Et ça fait bouger les choses beaucoup plus sûrement que des mesures paillettes qui... Je veux dire à quel point à quel point je trouve ça, si vous voulez, je trouve choquant la désinvolture de la municipalité actuelle sur la question de pollution. C'est pas un problème de jeu politique entre les uns et les autres. C'est pas... Derrière, il y a des questions de santé. Vous avez regardé la prévalence de l'asthme
le problème des bronchiolites à Paris chez les enfants. Et on nous propose une mesure dont on sait tous, et ça a été démontré par l'ADEME, par la direction de la voirie et des transports à Paris, direction interne de la ville de Paris, je parle de la réduction de la vitesse sur périphérique, on sait que ça n'a aucune influence sur la pollution. Et on nous propose ça. Non, moi je propose qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on aille beaucoup plus fort, on prend des mesures fortes et on les assume. Voilà, l'écologie, c'est pas un sujet sympathique pour se faire plaisir, c'est un sujet grave. En l'occurrence, derrière la pollution, il y a des problèmes de santé. Ce que je vous présente là, c'est un travail que j'ai fait. C'est une partie d'un travail que j'ai fait parce qu'il faudrait vous parler des quartiers tout électriques pour expérimenter le développement d'électrique. Il faudrait vous parler de la mutualisation des parkings privés pour faire en sorte que les places existantes soient mieux utilisées. Il faudrait vous parler de tout ça. Mais c'est un travail que j'ai fait avec Yann Verling, qui est ancien secrétaire général des Verts, hein, il vient politiquement d'un autre parti que le mien, qui est aujourd'hui au MoDem, qui sera candidat sur mes listes et qui est un tenant de cette écologie efficace, cette écologie qui cherche des résultats et pas du gain politique immédiat, cette écologie que moi je prône, que j'ai pratiquée avec le Grenelle de l'environnement, que j'ai essayé de pousser à son plus loin, à son maximum. On a eu des réussites, on a eu des échecs, mais on a, je crois, avancé. Voilà, c'est ça que je veux faire. Il nous reste moins de 5 minutes. Alors, une avant-dernière question, Nadège Brézard. Alors, Nicolas Sarkozy a dit à une journaliste, Marion Mourgue, qui vient de sortir un livre sur vous, il y en a plusieurs d'ailleurs qui sortent, qui vous avait poussé à vous présenter à Paris en vous disant « Allez, vas-y, fonce, tu vas gagner ». Est-ce que vous nous le confirmez ? Non, c'est pas vrai dit comme ça. Nicolas Sarkozy... et vous le savez bien, Nadège Plujac, n'est pas tellement quelqu'un qui vous donne des conseils avant. C'est plutôt quelqu'un qui regarde ce que vous faites et qui après vous dit ce qu'il en a pensé. Et Nicolas Sarkozy m'a pas particulièrement poussé sur ce sujet. En revanche, ce qui est vrai, c'est quand je lui ai dit ma décision d'être candidate à Paris, oui, il m'a soutenue. Et ça correspond bien à son tempérament, parce que c'est quelqu'un qui aime bien qu'on aille au bout de ses passions, qu'on s'engage tout simplement, voilà, qu'on s'engage et qu'on prenne des risques. Dernière question concerne un livre, un autre livre, c'est la question My Books en partenariat avec ce site. Nous vous posons cette question, Nathalie Kosciusko-Morizet, si cette campagne vous laisse quelques loisirs de lecture, et quel est le livre qui se trouve sur votre table de chevet en ce moment ? Écoutez, je viens de finir un livre qui a eu le Goncourt, Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, qui est un beau livre sur les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, que j'ai beaucoup aimé, notamment la première partie. Après, il y a un moment où on est moins dedans, mais que j'ai trouvé bon, on rentre très bien dedans. Et c'est un beau livre. Et il faisait suite à un autre livre qui est toujours sur ma table de chevet, mais que j'avais lu avant, qui était Confiteor, de Cabré. C'est un livre qui a été traduit du catalan. Alors là, c'est plutôt sur la mémoire, les suites dans la société de la trace de la Seconde Guerre mondiale, qui était un beau livre aussi, très, très, très épais, mais qui le mérite en quelque sorte. Et puis bon, là maintenant, on est dans le plus vif de la campagne, donc je vous mentirais si je vous disais que je lis 2 heures tous les soirs. Là, je ne peux plus. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était votre grand entretien, Nathalie.